Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Business Challenge. Pour ce numéro de Business Challenge, nous nous intéressons à la débrouillardise. Bien sûr, autour de vous, autour de nous tous, il y a une multitude de débrouillards, vendeurs de chaussures, cireurs de chaussures, vendeurs de repas, vendeurs ou vendeuses de massa, tabliers, menuisiers, coiffeurs, bouchers. Ils sont des milliers dans nos villes à faire des métiers que nous appelons petits métiers. Justement, nous les appelons petits métiers parce que ces métiers-là ont du mal à se développer, à devenir des véritables initiatives entrepreneuriales. Et c'est justement la question que nous nous posons dans cette émission. Pourquoi, au Niger, il est difficile, lorsqu'on commence par être un débrouillard, de devenir un entrepreneur au vrai sens du terme? Alors nous avons posé la question aux pratiquants de ces métiers, nous leur avons demandé quel est le regard qu'ils portent sur leur métier et quelles sont les difficultés qui les empêchent d'évoluer. Nous avons aussi été voir le ministère du Commerce pour comprendre comment ces métiers-là sont accompagnés par l'État, quel est l'appui dont ils peuvent bénéficier de la part de l'État. Et nous avons rencontré un sociologue pour qu'il nous explique sur le plan sociologique qu'est-ce qui empêche le développement des initiatives entrepreneuriales dans notre pays, notamment des initiatives entrepreneuriales qui concernent ce type de profil qui commence d'abord par l'informel. Par la suite, nous nous sommes rendus à la faculté des sciences économiques de l'université de Niamey où effectivement nous avons également là aussi discuté avec les étudiants de la faculté et leurs enseignants, le docteur Chérif Chako, qui nous donne aussi un regard d'économiste par rapport à ces questions. Alors dans cette émission, nous n'avons pas tourné notre rubrique page RSE, mais nous vous offrons la rubrique Vie d'incubateur qui est une rubrique que nous réalisons en partenariat avec le centre incubateur de petites et moyennes entreprises. J'espère que vous apprécierez notre reportage et aussi les différentes analyses qui sont dans cette émission. Et à tout de suite, suivez notre reportage. En plus du métier de boutiquier, j'exerce aussi d'autres métiers. Avec l'aide des membres de ma famille, j'achète du bétail que j'engraisse et revends. C'est ma mère qui s'occupe de l'engraissage du bétail et moi, le moment venu, je le revends. À mes débuts, j'avais juste une petite affaire dans un hangar. J'étais chaïman. C'est donc depuis 2007 que je me suis installé comme boutiquier. Les affaires marchent tant bien que mal. En effet, je dois dire que ça va, car c'est ma petite affaire de début qui s'est fructifiée pour donner cette boutique. Grâce au métier que j'exerce, j'ai pu financer mon mariage. J'ai également aidé 3 de mes frères à financer leur mariage. Maintenant, je suis seul à gérer la boutique. Mes frères sont répartis au village pour les labours. Je ne sais vraiment pas exactement ce que je gagne dans l'année. En fait, comme je ne sais ni lire ni écrire, je ne connais pas mon chiffre d'affaires. C'est seulement lorsqu'il faut prélever la zakat que j'essaye d'évaluer mes affaires. L'année dernière, j'ai fait de grosses pertes. J'ai confié la gérance de la boutique à mes frères et ils ont mal géré et dilapidé l'argent. Et donc, je n'ai pas pu prélever la zakat. Actuellement, je dois avoir plus de 400 000 francs comme argent liquide. Je compte utiliser cet argent pour acheter des moutons de Tabaski pour ma mère et pour moi-même.
adu haibo boyara agonda windiyan agonda hawiyan ikoni gine fegiyan pinkiniyan akula agonda lo daigati nango si wasi aman wasi seko nango man wasi encore ilman dugine ilmo ketianga. Nous sommes à présent au LASDEL. Nous allons rencontrer le socio-anthropologue Amadou Oumarou qui va nous donner sa vision, son regard de sociologue sur le reportage que nous venons de voir ensemble. Alors il va nous expliquer quels sont les aspects liés au pesanteur social qui font en sorte que ces métiers-là n'arrivent pas à décoller. Amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois encore. Nous sommes actuellement en compagnie de M. Amadou Oumarou, qui est socio-anthropologue au LASDEL et enseignant-chercheur. Alors, nous rencontrons M. Oumarou pour notamment commenter notre reportage avec lui, pour qu'il apporte un regard de sociologue par rapport au sujet sur lequel nous avons débattu précédemment, notamment pour savoir quelles sont les pesanteurs sociales qui font en sorte que aujourd'hui au Niger, quand on démarre un métier en tant que débrouillard, on a du mal à se développer. Ces métiers ont de la peine à décoller et à devenir de vraies entreprises. Alors, notre culture, notre mode de vie social est-il un frein au développement des initiatives entrepreneuriales? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec M. Oumarou. M. Oumarou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci aussi d'être venu. Merci. Alors, nous venons de voir ensemble ce reportage-là. Vous avez vu quand même beaucoup de petits métiers qui sont exercés. Ailleurs, ce ne sont pas forcément des petits métiers parce que c'est vraiment des métiers qui prennent de l'envergure, qui ont une importance économique énorme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, quand on est boutiquier ou bien quand on est boucher, on peut le demeurer pendant des années et des années sans vraiment avoir la possibilité de se développer? Ok, merci bien. Merci vraiment de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur une thématique assez intéressante. Une thématique qui porte sur la vie du processus de notre propre développement au Niger. La tradition des socio-anthropologues, c'est d'intervenir sur des thématiques sur lesquelles ils ont investigué. Et comme j'ai l'occasion de voir votre reportage, je pense qu'il m'est permis, malgré que je n'ai pas fait des recherches empiriques sur la question, de pouvoir m'autoriser l'expression sur un point de vue sur cette thématique-là. Alors j'ai vu le reportage, et bien j'ai constaté qu'il y a beaucoup de petits métiers. Il y a beaucoup de métiers qui sont faits par les Nigériens et qui restent pendant des années au même rythme. Maintenant, la question que vous posez, celle de savoir est-ce que la culture est frein pour l'émergence de ce type d'activité, c'est une question assez intéressante et assez complexe. Complexe dans le sens où il faudrait savoir définir ce que l'exerçant appelle métier. Qu'est-ce que l'exerçant appelle réussite? Parce que quand on exerce une activité, c'est pour pouvoir réussir. Alors il faudrait qu'on comprenne c'est quoi la réussite et quelles sont les difficultés inhérentes à la réussite. Donc sur ces trois questions-là, c'est ça que je réoriente autour de votre question principale. Alors, c'est quoi le métier? Quand va-t-on à un métier? Sur ce type de métier qu'on a vu, eh bien, on a constaté que le plus souvent, les gens partent dans le petit commerce, ou par héritage, ou par imitation, ou parce que ça devient une réponse à un échec scolaire. Oui, en tout cas, ça, c'est un des cas que nous avons pu vérifier sur le terrain parce que ça ressort dans le reportage. La plupart de ces personnes ont choisi ces métiers en fait comme solution de recours. Voilà. Après une scolarité prématurément arrêtée. Voilà. Donc, et ce qui fait qu'ils savent à peine lire et écrire. Hein, voilà, donc ils savent à peine lire et écrire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu un background scolaire important qui puisse leur permettre d'avoir une bonne comptabilité du point de vue de l'exercice de leur métier. Ils n'ont pas de comptabilité. Quand on a vu le reportage,
Et ils ne savent pas à quand d'ailleurs ils ont démarré l'activité. Ils ne savent pas comment ça a évolué. Leur seule préoccupation, c'est comment gérer le quotidien. Les gens qui ont intervenu pour expliquer leur réussite, ils l'ont lié à la réussite sociale. Ça veut dire que je vis, je me suis marié dedans, j'entretiens ma famille dedans, j'entretiens mon réseau social dedans. C'est ça la réussite. Oui. Et ça, c'est extrêmement important pour nous du point de vue de commentaires économiques. Bon, les économistes, peut-être vous allez les voir pour pouvoir bien l'analyser. Mais ce qui est intéressant pour moi ici, c'est de voir qu'un tablier pense qu'il a réussi parce qu'il a pu se marier. Il a réussi parce qu'il a su faire nourrir sa famille sur les produits de sa table. Il a réussi parce qu'il a su entretenir un bon réseau social. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, de l'autre côté, comment se fait-il que le métier arrive à se perpétuer sans se répandre en termes économiques? Qu'est-ce qui le fait? Eh bien, parce que simplement, l'espace de vente n'est pas considéré comme un espace économique. Et c'est considéré comment Il est considéré comme un espace de sociabilité. Ok, alors expliquez clairement, parce que nous sommes dans une émission économique. Vous voulez nous dire que ce commerçant-là considère sa boutique non pas comme un espace économique, qu'il doit fructifier avec une culture entrepreneuriale, mais c'est un espace de sociabilité. Alors, c'est un espace de sociabilité dans le sens où les clients, la majorité des clients potentiels, et d'ailleurs les clients réels, c'est les voisins, ce sont les parents, vas-y acheter telle chose chez un tel. Et ça crée des liens d'affinité. C'est des liens de proximité qui font que, d'ailleurs, c'est des rabais qui sont recherchés autour, c'est des crédits qui sont cherchés autour, et finalement, le point, ce n'est plus de faire le commerce pour avoir des gros bénéfices, mais plutôt c'est de faire le commerce pour entretenir ses propres relations. Mais finalement ces relations, ça sert à quoi? Mais justement, c'est ça la réussite sociale. C'est ce qui permet de dire qu'un tel est bon. Lui, il dit dans le reportage, bon, vous n'avez pas interrogé les clients, mais dans le reportage, il dit qu'il vit bien parce qu'il entretient son réseau. Oui, parce qu'il a fait marier son frère et il est fait d'entretenir être bien dans notre société. C'est lorsque vous voyez le commerçant avoir un baptême. Combien sont les gens qui viennent au baptême? Donc le capital social est beaucoup plus important que la réussite économique. Alors, prenons un exemple parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres pays dans ce monde qui ont expérimenté ce même modèle, c'est-à-dire des gens qui sont des débrouillards au départ, qui créent un métier, mais qui arrivent à le développer. Peut-être eux-mêmes ne vont pas le structurer, mais d'autres personnes viendront le structurer. Ils sont accompagnés par un système soit étatique ou en tout cas d'autres systèmes qui les aident à s'organiser. Pourquoi chez nous cela n'est pas encore arrivé? Est-ce qu'eux-mêmes ne demandent pas ça? Alors, à mon avis, parce que je le dis encore, ce n'est pas une recherche empirique que j'ai eu à faire sur cette question-là, mais ce qui est important à savoir, c'est quels sont les types de problèmes que rencontrent ces genres de métiers, ou ceux qui exercent ce type de métier. D'abord, ils ont un environnement social assez complexe, ce que nous venons de dire. Ils ont un environnement technique assez faible, parce que les outils qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur métier, c'est des outils assez primaires, c'est des outils rudimentaires. Quand vous voyez le boutiquier, c'est sa table. Les éléments qui lui permettent de faire sa vente, c'est vraiment des éléments rudimentaires. Ils se fondent sur une comptabilité primaire. Ce n'est pas une comptabilité qui génère les prix d'achat, les prix de revenus, les types de bénéfices. Ce n'est pas le cas. Non, il faudrait qu'il y ait des allers et des retours des clients, et c'est ce qui est important pour lui. Deuxième chose, on est dans un environnement économique, un environnement financier assez dur. Dur dans le sens où ces petits métiers n'ont pas accès au soutien. Que ce soit soutien étatique ou que ce soit le soutien des banques. Alors, juste une autre question qui rentre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, sociologues ou bien socio-anthropologues, le fait que ces métiers, d'abord le choix de ces métiers était un choix plus ou moins accidentel et que ces gens-là n'ont pas un niveau d'éducation, d'instruction, je vais dire, d'instruction assez
élevé, est-ce que ce n'est pas un poids important qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à planifier la gestion de leurs affaires et même à planifier leur développement? Alors, c'est des questions assez délicates, assez sensibles, dans le sens où on connaît chez nous des commerçants qui sont partis de la vente de quelques produits et qui sont devenus des grands riches. Il y a des exceptions comme ça, oui. Il y a des exceptions. C'est vrai qu'on les compte au bout du doigt. Mais ce n'est pas le niveau d'instruction seulement qui est le facteur. À mon avis, c'est l'ensemble du système social qui pèse sur la façon d'imaginer l'entreprise. Parce qu'une entreprise, quand même, ce n'est pas le fait d'imaginer quelque chose et de le faire, non. C'est le fait de pouvoir prendre des risques, pouvoir puiser un fonds et l'investir en pensant avoir plus. C'est ça, normalement. Maintenant, chez nous, les gens n'ont pas ce fonds. Ils ont des problèmes à accéder à un fonds qui leur permet d'avoir... Dans le reportage, un des boutiquiers disait qu'en cash, ce qu'il pense avoir peut atteindre au moins 400 000. Okay. Et que dans ces 400 000, ce dont il nous a parlé, c'est qu'il souhaite acheter un mouton de Tabaski, puisque nous sommes à la veille de Tabaski, pour sa maman, et puis faire d'autres dépenses. Bon. Un autre peut-être aurait pensé autrement, en disant, bon, j'ai 400 000, comment je vais les réinvestir, comment je peux aller sur d'autres créneaux porteurs. Est-ce que le fait que ces raisonnements n'existent pas n'est pas vraiment le vrai problème? Alors, chez nous, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle réussite? Qui peut-on dire qu'il a réussi? Est-ce que c'est celui-là qui a engrangé des fonds et qui a un compte bien garni? C'est celui-là qui a réussi? Ou bien c'est celui-là qui a un monde autour de lui? C'est ça la grande question. Chez nous, disposer de moyens n'est pas un élément de réussite, n'est qu'un élément de réussite, ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est celui-là qui est capable de mobiliser un grand monde autour de lui. Alors, pour venir à votre question, prenons quelques exceptions qui existent quand même, heureusement chez nous. Prenons quelqu'un comme Oudou Yunusa ou d'autres grands commerçants que nous avons, dont, en tout cas selon ce qu'on nous dit, ne sont pas forcément des gens intellectuels, mais qui sont des débrouillards d'une certaine époque, qui sont aujourd'hui grands. Il a quand même énormément de monde autour de lui, à travers sa réussite, la réussite de son affaire. Alors, est-ce que cela n'est pas plus enviable qu'un tablier qui a un petit réseau autour de lui qui ne grandit jamais? Alors, je ne connais pas quelle est la trajectoire socio-économique de Oudou Yunusa. Mais dans tous les cas, dans les débords de la rue, c'est quelqu'un quand même qui a fait les petits métiers. Effectivement, c'est ce qu'on a évolué dans ce sens-là. Maintenant, il y a des trajectoires assez exceptionnelles. Ces trajectoires exceptionnelles, pour mieux les cerner, il faut savoir quelle est la vie réelle de la personne en question. Parce qu'il y a des histoires familiales qui peuvent avoir des effets sur le comportement individuel. Et pour qu'une entreprise puisse réussir, il faudrait qu'il y ait un idéal et une finalité en termes d'accès à un profit. Et le problème, pour le plus bon problème, pas problème, mais ce qui est remarquable pour la plupart de nos petits commerçants qui font les habitants qui font des petits métiers, eh bien leur idéal c'est de pouvoir être bien apprécié par les autres de la communauté. Ou bien de pouvoir réaliser leurs besoins immédiats. C'est ça même, parce que être apprécié par la communauté, c'est pouvoir résoudre le problème à l'immédiat, savoir gérer au quotidien ces problèmes. Alors, juste pour finir notre entretien, on parlait d'idéal et c'est vrai que l'entreprise repose sur l'idéal, sur la vision de son fondateur ou bien en tout cas des gens qui vont mener le bateau. Mais qu'est-ce qui fait que l'idéal dont vous parlez, on ne le sent pas? Est-ce que c'est l'émanation juste de l'attitude des personnes ou bien c'est quelque chose de plus collectif, de plus ancré dans la société? En fait, il n'y a pas un individu et il n'y a pas un peuple sans idéal. Maintenant, l'idéal de ces gens est orienté de quel côté? C'est ça l'idée. Oui. L'idéal est orienté dans la sociabilité. Ce n'est pas dans le secteur économique. Maintenant, peut-être la question à poser, c'est comment
Comment retravailler les esprits pour que l'idéal l'idéal soit orienté plus vers l'économique et pour générer des ressources. C'est ça la question. Oui, oui. Mais sinon, il y a des idéaux, et ces idéaux-là, c'est sur la sociabilité. Effectivement, ils ont d'autres valeurs, c'est clair. Ils ont d'autres valeurs, d'autres sources de motivation. Mais je suis d'accord avec vous. C'est sans doute que leur idéal ou bien leurs valeurs ne sont pas forcément portées sur des valeurs économiques. En tout cas, merci beaucoup, M. Oumarou. Je pense que vous nous apportez un éclairage sur ces questions. Bien sûr, c'est un débat très profond. J'espère que nous allons continuer à travailler sur le sujet et que vous serez aussi à notre côté en tant que chercheur pour nous éclairer davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. L'ouverture de la télé, c'est depuis 2005 que j'ai ouvert ma télé. Donc 2005 jusqu'à présent, ça fait 8 ans, quoi. 8 ans. Ça fait 8 ans. Formation en constitution métallique, formation à Idunga. J'ai fait 6 mois là-bas. C'est la souris seulement que j'ai fait. J'ai fait la souris. Mais j'ai plus de 3 ateliers. Il y a un atelier à Dar es Salaam. Ici, il y a un atelier. Voici un atelier en face. Bon, il n'y a pas tellement de... Il y a seulement que deux apprentis. Les autres sont des ouvriers. Donc on travaille par contrat. Une porte, c'est comme ça, tu vas faire ça, je te paye. Si tu peux faire 2 portes, 3 portes, c'est comme ça et je te paye. Je te donne l'avance. Quand tu finis ton travail, on te paye le reste. Mon rêve, c'est... Tout le monde pense que son métier soit aller en France, que ça soit devenir une grande société. C'est la place qui est trop petite, sinon on voulait faire ça plus comme ça, que ça soit une grande société. Bon, comme ça dépend de... Je pense, même dans mon rêve, je cherche un endroit où c'est grand, comme ça je multiplie les gens pour avoir, ouvrir, de voir une grande société, pour connecter avec, au moins avec l'État au travail. Mais ça là même, ce sont des travaux ce sont des classes, en train de former des classes. Ça fait longtemps que j'exerce le métier de boucher. En fait, je l'exerce depuis que j'étais petit. J'ai commencé par fréquenter l'école, mais les études n'ont pas marché et donc je me suis retourné vers le métier de boucher. Je pense que cela doit faire 8 ans maintenant que je suis boucher. Au début, j'étais un apprenti et par la suite, avec l'expérience, je me suis installé à mon compte. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. Grâce à mon travail, j'arrive à subvenir à mes besoins quotidiens et à aider mes proches. Cependant, je regrette de n'avoir pas pu aller loin dans mes études. Le fait d'être illettré est aujourd'hui un énorme handicap pour moi. Cela freine le développement de mon business. Nous ne bénéficions pas d'accompagnement. Nous nous débrouillons comme nous pouvons. Moi, par exemple, certains jours, je réalise des bénéfices et d'autres non. Mais je reste satisfait car j'arrive à subvenir à mes besoins et à aider d'autres personnes. J'ai commencé à exercer le métier de tailleur en 1997. Après avoir quitté l'école prématurément, je suis tombé dans le chômage. Par la suite, comme il y avait un tailleur à côté de chez moi, je me suis dit que c'est peut-être mieux pour moi, j'apprends à exercer ce métier. Donc depuis 4 ans maintenant, je suis tailleur pour mon propre compte. Les affaires, souvent ça marche, mais souvent aussi c'est difficile. En effet, avant les affaires marchaient plus pour moi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients se font rares. Et quand ils viennent, c'est pour demander les petites coutures telles que la confection d'uniformes de cérémonie, baptême ou mariage. Les clients qui commandent des broderies et d'autres coutures de luxe nous fréquentent de moins en moins. Avant, en une journée, je peux gagner 15 000 francs CFA, mais aujourd'hui, je gagne à peine 4 000 par jour. Il paraît que c'est la situation économique qui est difficile dans le pays.
Chers téléspectateurs, après le reportage que vous venez de voir, nous allons tout de suite rencontrer le directeur de petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'entrepreneuriat au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Donc nous sommes ici au ministère, nous allons nous rendre tout de suite dans son bureau et nous allons lui poser la question de savoir est-ce qu'on peut transformer ces débrouillards en entrepreneurs et surtout savoir ce que fait réellement le ministère pour que cela arrive. Nous voyons il y a beaucoup de débrouillards dans la ville de Niamey, mais comment est-ce que ces débrouillards-là peuvent être demain des entrepreneurs? À tout de suite. Amis téléspectateurs, nous sommes ici avec M. Ali Mamadou Ousmane, qui est le directeur des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'entrepreneuriat au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Alors, nous sommes reçus dans les locaux du ministère. Nous allons échanger avec M. Ali sur ce que vous venez de voir avec nous, le reportage. Nous allons voir ce que l'État et le ministère est en train de faire pour accompagner ces commerçants, ces débrouillards, voir est-ce que ces commerçants peuvent être accompagnés pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Alors, M. Ali, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Nous sommes, je le précisais, dans les locaux du ministère. Alors, vous avez visionné avec nous tout à l'heure le reportage. Alors, j'aimerais savoir, d'après ce que vous avez vu, d'abord, première chose, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que directeur de petites et moyennes entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat? Le Niger, de ce point de vue, a initié, notamment à travers le cadre stratégique national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pourquoi jeunes? Parce que vous conviendrez avec moi que c'est une phrase très importante de la population actuelle. Vous conviendrez aussi qu'avec le flux de jeunes diplômés qui sortent de différentes écoles, l'État s'est vu de l'obligation, en tout cas, d'accorder un regard à cette frange de la population. Alors, M. Ali, je suis d'accord avec vous. Il y a les jeunes qui sont formés, qui sortent des grandes écoles, des universités, qui doivent aujourd'hui être accompagnés pour qu'ils deviennent entrepreneurs aussi. Mais seulement, ce dont nous parlons ici, c'est vraiment des jeunes Nigériens qui sont des vrais débrouillards, parce que là, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Certains ont eu une éducation très très sommaire, qui s'est arrêtée très vite, mais qui sont en train de se débrouiller, de développer des métiers, mais dans lesquels ils ont énormément de problèmes, parce que nous, quand on les écoutait, d'abord, ils ne savent ni lire ni écrire pour la plupart. Quand leur affaire évolue jusqu'à un certain degré, ils n'arrivent plus à le gérer. Ils ne savent même pas ce qu'ils gagnent et ce qu'ils perdent. Mais vous, en tant que... d'abord, la question, est-ce que vraiment vous travaillez sur ce type de débrouillard? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut les convertir en entrepreneurs, ces gens-là? Tout à fait. J'allais en venir. En réalité, dans ce cadre stratégique, les jeunes ruraux ne sont pas oubliés, notamment pour ce qui est de la transformation des produits agro-silvopastoraux. Pour organiser, canaliser, parce que le vrai problème qui se pose, comme vous avez dit, c'est le débrouillard. Donc, par définition, c'est la plupart travaillent de l'informel. Dans un premier temps, c'est que nous voulons, en tout cas, faire d'eux vraiment de vrais entrepreneurs, en ce sens qu'ils se formalisent. Et pour se formaliser, l'État est en train de faire en sorte que les différentes tracasseries, en tout cas les formalités pour devenir un entrepreneur, soient réduites au maximum. Et c'est pourquoi la maison de l'entreprise a été créée. Oui. Est-ce que cela est adapté aujourd'hui à un débrouillard analphabète? Est-ce que les formulaires, la simplification des démarches, est-ce que c'est fait vraiment de l'esprit où ça va faciliter la vie à un gars, à quelqu'un qui est parti à l'université, mais aussi à celui qui vraiment sait à peine lire et écrire? Oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Mais vous savez, c'est une problématique en réalité d'ensemble. Quand bien même on n'est pas universitaire, en tout cas, les différents papiers, en tout cas la réglementation, ne demande pas vraiment beaucoup de choses. C'est juste quoi? C'est le statut si c'est une société,
c'est un registre de commerce et c'est la publication d'un jeune journal de la place. Voyez-vous? Et enfin, le NIF de l'identification fiscale. Ça, vraiment, nous pensons que ce n'est pas l'apanage uniquement de ceux qui ont été à l'école. Par contre, le vrai problème qui se pose, je dirais de mon point de vue, c'est un problème de formation. C'est vrai, ceux qui n'ont pas été à l'école, généralement, les activités qu'ils mènent, c'est juste pour satisfaire les problèmes, le quotidien. Sans grand, je dirais, sans une ambition grandiose. Ce qui fait que les différents artisans, parce que généralement la production, elle reste au niveau artisanal, un boucher demeure boucher pendant 20 ans, pendant 30 ans. Alors, justement, vous venez de lâcher le mot. Ces gens que nous avons rencontrés font le métier qu'ils sont en train de faire depuis plusieurs années. J'aimerais quand même savoir, est-ce que vous, le ministère du Commerce, surtout votre direction, est-ce que vous êtes en contact avec ces gens-là? Parce qu'eux, ils connaissent beaucoup plus les gens des impôts. Tout à fait. Parce qu'ils voient chaque matin quelqu'un qui vient, mais vous, en tant qu'accompagnateur, est-ce que vraiment vous avez les moyens d'être en contact avec eux, de les connaître et de savoir comment vous pouvez les aider? Vous savez, effectivement, comment les aider, nous, ce que nous faisons, c'est surtout l'information et la sensibilisation, et ça, c'est sans limite. Le simple exemple, dans le cadre de la vulgarisation de la charte des petites et moyennes entreprises, dont le Niger s'est doté depuis décembre 2010, celle-ci a été vulgarisée au niveau de toutes les régions. Et cette vulgarisation s'est effectuée avec le concours des associations socio-professionnelles. J'aimerais dire par là tout ce qui est les syndicats de commerçants, les différentes associations, que ce soit la FOP Niger, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit les structures artisanales. Voyez-vous, ils sont associés. Mais c'est vrai, le message ne passe pas toujours parce qu'il faut se dire aussi une chose, c'est que généralement, ils sont un peu réticents, j'allais dire. Réticents par rapport à... En ce sens qu'ils ne cherchent pas l'information, ils attendent que l'information les trouve là où ils sont. Alors que nous sommes dans un monde en perpétuel changement, si nous sommes dans le domaine de l'information et de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais est-ce que, eux, même s'ils ne cherchent pas l'information, je pense que le gouvernement, le ministère du Commerce en particulier, devrait quand même en faire son cheval de bataille. Parce que ces gens-là sont des milliers. D'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on connaît précisément au ministère du Commerce le nombre de petits commerçants, de débrouillards, de bouchers, de tailleurs qu'on a, rien que dans la ville de Niamey? Est-ce que vous avez les statistiques? Oui, justement, effectivement, personne ne vous dira exactement le nombre, parce qu'étant donné que par définition, ils sont de l'informel, donc ils ne sont pas maîtrisés et maîtrisables. Mais seulement, il y a un projet, nous sommes là-dessus, c'est vrai, qui devait démarrer, bon, sauf que c'est au niveau de l'UMOA, nous sommes en train d'inventorier tout ce qu'il y a comme petites et moyennes entreprises. Et dans la définition qu'a donnée notre charte, il faut entendre par là les micro-entreprises et les entreprises industrielles. Donc vraiment, c'est un travail que nous engagerons d'ici peu, pour effectivement, parce que tant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la cible, il est très difficile de porter une politique quelconque par rapport à cette cible. Mais néanmoins, l'État nigérien est en train effectivement de faire de son mieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vision de l'entreprise, qui en principe, en 72 heures, est censé quand même délivrer, en tout cas, les différentes pièces nécessaires à la constitution d'une société. Voilà. C'est vrai aussi, comme ils l'ont si bien dit, il y a un problème de financement. Le présent de financement, effectivement, il est crucial. Quand bien même, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas sans savoir que aussi le crédit, le Nigérien d'habitude n'aime pas le crédit. Quand on informe, on sensibilise, il y a des opérateurs qui vous disent non, eux ne veulent pas le crédit. C'est vrai, le taux est élevé. De toutes les façons, l'État dans lequel nous avons vu ces débrouillards-là, aucune institution bancaire ou établissement financier ne va leur donner des crédits, sauf si ce crédit est cautionné ou garanti par l'État, ou bien par en tout cas une autre organisation. Bon, j'aimerais savoir, il y a aussi la question du niveau d'éducation de ces personnes-là. Même si vous voulez en faire des entrepreneurs, même si vous divulguez la charte, tôt ou tard, ils seront bloqués par le fait que c'est des gens qui n'ont pas
étudier. Est-ce qu'il y a aussi, sur ce volet-là, un accompagnement possible au niveau du ministère ou de la Chambre de commerce pour faire en sorte que nos petits commerçants, nos petits tailleurs puissent bénéficier de programmes d'alphabétisation, ne serait-ce qu'en cours du soir? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de politique? Bon, pour le moment, en tout cas, je ne saurais vous répondre par l'affirmative. Peut-être qu'au niveau de la Chambre de commerce, cela se fait. Mais il faut vous dire une chose, que depuis un certain temps, bientôt 1 an, il y a le CGA qui a été créé au niveau de la Chambre de commerce. C'est quoi le CGA? C'est le Centre de gestion agréé, dont l'une des principales fonctions est d'apprendre à ce jeune, aux citoyens qui n'ont pas été à l'école, d'apprendre le b.a.-ba de la comptabilité. C'est l'une des principales fonctions du Centre de gestion agréé. Donc, et je pense que ce centre est ouvert et probablement il y a des formations qu'ils sont en train de dispenser à l'endroit de ceux-là qui ne maîtrisent pas en tout cas le minimum comptable. Okay. Alors, pour finir notre entretien, parce que nous allons tout de suite rencontrer d'autres acteurs sur la même question, quel est le lien qu'aujourd'hui vous avez avec le CGA dont vous venez de parler, la maison de l'entreprise aussi, et votre direction, la direction de la petite et moyenne entreprise? Comment vous travaillez ensemble? Oui, merci. Bon, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la maison de l'entreprise elle-même, je dirais, a été créée par notre direction. Par la direction des petites et moyennes entreprises. En ce sens que c'est sous un financement de notre partenaire, le PNUD, qui nous appuie, dans le cadre effectivement de l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, que nous avons mené une étude qui a conduit à la création de la maison de l'entreprise. Donc déjà, la maison de l'entreprise est une œuvre de notre ministère, notamment de la direction. Le CGA, lui, c'est une structure de la Chambre de commerce qui elle-même est sous tutelle du ministère du Commerce. Donc, que ce soit le CGA et le CGA, comme les autres structures, parce que je vous apprends que la maison de l'entreprise, elle comptera en son sein ce qu'on appelle le centre de formalité des entreprises, le CFE, qui est logé au niveau de la Chambre de commerce. Il y a le CPI, le centre de promotion des entreprises. En réalité, la maison de l'entreprise, c'est vrai, elle est encore sous tutelle de la Chambre. C'est un prolongement, je dirais, du ministère du Commerce. Okay. Alors, c'est vrai que cette maison existe depuis quelques mois. J'ai parlé il y a quelques temps avec son directeur. Bon, il y a une question que je ne lui ai pas posée. Je vais profiter pour vous la poser et on finira avec cette question. Est-ce que depuis que cette maison a commencé, parce qu'elle est opérationnelle depuis quelques mois, quels sont les effets déjà pressentis en termes de création d'entreprise? Est-ce qu'il y a eu un certain effet positif? Bon, certainement, effet positif, il y en a eu, en ce sens que, en tout cas, chaque jour que le bon Dieu fait, nous recevons des jeunes entrepreneurs, parce que ça, il faut le dire. On a senti, en tout cas depuis un certain temps, une certaine effervescence. Les jeunes veulent entreprendre. Et ils viennent vers nous, effectivement, on leur donne le conseil d'usage, et en même temps, on les envoie au niveau de la maison de l'entreprise. Maintenant, en tout cas, la maison de l'entreprise... Est-ce qu'on a des statistiques pour savoir les 3 derniers mois, combien de jeunes ont fait des formalités de création d'entreprise? Tout à fait. Pour le moment, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de statistiques. C'est ça aussi notre problème au Niger, la production de statistiques. Tout à fait. Monsieur Ali, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Nous allons continuer les échanges tout à l'heure avec un sociologue qui va aussi nous donner son analyse de sociologue sur ce phénomène de débrouillardise au Niger, mais qui se transforme rarement en initiative entrepreneuriale. Merci et bonne journée. Chers téléspectateurs, à présent nous allons rencontrer des étudiants de l'université, de la faculté d'économie et des sciences juridiques. Alors nous allons rencontrer une classe de master en gestion et nous allons précisément leur poser la question de savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'on peut commencer par être débrouillard et finir par être entrepreneur au Niger? Nous allons aussi échanger avec leurs enseignants, notamment le docteur Chérif Chako qui tient la classe de master en gestion et organisation des entreprises. Donc il va nous donner aussi son analyse de chercheur par rapport à la question. Nous allons notamment discuter de comment est-ce qu'on peut accompagner le secteur informel et les débrouillards de manière générale pour qu'ils deviennent entrepreneurs et pour qu'ils deviennent plus utiles à notre économie. A tout de suite avec nos étudiants et nous allons les écouter tout à l'heure.
chers téléspectateurs. Je suis le camarade Adamou Haïnikoy Oumarou. Je suis étudiant en master gestion des organisations. Donc, relativement à la question, est-ce qu'à partir on peut devenir chef d'entreprise en étant ou bien si on était un débrouillard? Je crois que, en ce qui me concerne, je vais répondre oui, on peut. Nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisation est relativement élevé. Donc, si on essaie de définir ce que c'est qu'un débrouillard, c'est celui-là qui essaie, c'est celui-là qui tente de gagner sa vie. Donc, ici au Niger, on a vu beaucoup de Nigériens qui ont essayé et a commencé à fabriquer des tables-bancs qui étaient des petits menuisiers, mais qui aujourd'hui, il faut constater, c'est des PDG des sociétés, c'est des multimilliardaires. Je crois qu'il faut essayer, et comme on a coutume de le dire, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc il faut essayer, il n'y a pas de sous-métier. On ne peut pas commencer du plafond pour revenir en bas. C'est du bas on commence pour remonter vers le haut. Donc je crois qu'il faut débrouiller, il faut essayer de se débrouiller. Ce n'est pas avec des milliards qu'il faut chercher des milliards, c'est plutôt avec des 5, 10, 3 francs que ça va essayer de se multiplier. Et je me présente, mademoiselle Lola Azik Fatimata, en classe des masters en gestion des organisations. Et je voudrais intervenir sur la question, peut-on devenir grand entrepreneur en se débrouillant à partir d'un petit sous-métier? Bon, en ce qui me concerne, je dirais oui. On a vu, il y a bel et bien beaucoup d'exemples qui nous poussent à dire que cette question est bel et bien réelle. Et à partir d'un sous-métier, on peut se débrouiller par un petit commerce, un petit métier. Par exemple, vendre des sandwichs ou quelque chose et puis finalement créer toute une grande entreprise, un restaurant, un café ou une cafétéria, ça peut bien marcher. Par exemple, j'ai vu une femme dans le quartier qui avant qui vendait du gari. Et finalement, aujourd'hui, on l'appelle même des États-Unis pour fournir les produits nigériens comme les dégués et tout autre. Bon, vraiment là, je dirais, peut venir entrepreneur, chef d'entreprise à partir d'un sous-métier. Tout va de la volonté. Nous nous présentons au nom de Oumarou Boulamine Abdelaziz, étudiant en master 1 gestion des organisations à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément à la faculté des sciences économiques et juridiques. L'objet de notre intervention sur le thème ou bien sur la question, j'allais dire, est-ce qu'on peut devenir grand entrepreneur en commençant par le débrouillardisme? L'entrepreneur, c'est quelqu'un au sens du terme qui entreprend dans une activité des activités qui lui procurent de l'argent. Mais comment? Au Niger, on connaît l'environnement. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir des gros fonds de commencement. Et dans ces pays, c'est tellement rare. On ne peut pas avoir accès au financement. La meilleure façon d'ailleurs pour devenir un entrepreneur, c'est de commencer par le débrouillardisme, intégrer le circuit et devenir petit à petit, devenir grand entrepreneur. Nous avons l'exemple dans notre pays ou bien dans la capitale, l'exemple de Yamila Pressing qui a commencé avec des chemises Bocho qu'on appelle couramment dans le pays, Bocho qu'elle paye au niveau des vendeurs. Et maintenant elle est devenue. Et l'exemple aussi de Alaji Illo, le défunt Alaji Illo, il avait commencé par des tablés. Maintenant, c'est des grands entrepreneurs de la capitale dont tout le monde connaît. Je me présente, c'est Zali Braham Shekaro, étudiante à la faculté
des sciences économiques et juridiques, en master 1, gestion des entreprises. Bon, mon intervention par rapport à la question, est-ce qu'on peut du débrouillard devenir un grand entrepreneur? Moi, en ce qui me concerne, je dirais que oui. Puisque pour commencer, pour être grand, d'abord il faut être petit. Et comme l'adage le dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On commence avec un petit fonds. Des années après des années, on acquiert des expériences. C'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais ça permet si on peut dire, d'amplifier les expériences. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à la faculté des sciences économiques et juridiques et nous sommes toujours avec la classe qui nous a accueillis aujourd'hui. Et je suis sur l'estrade du cours avec le docteur Chérif Chako, qui était un habitué du café économique et qu'on retrouve. Alors docteur, nous avons écouté vos étudiants qui apparemment sont très optimistes, qui disent que oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est même préférable de commencer comme débrouillard pour être entrepreneur, parce qu'on commence toujours par un bas pour aller vers un plafond. Alors, justement, je pense que ce qu'ils disent est très intéressant. Et pour vous, en tant qu'enseignant qui encadre ces étudiants et qui aussi connaît vraiment notre économie, on voit quand même dans la réalité, nos débrouillards ont de la peine à devenir ce grand entrepreneur dont nous rêvons dans les facultés. Quelle est votre analyse sur la question? Oui, merci Suleiman. Avant de répondre à cette importante question, permettez-moi de vous remercier et de dire toute notre gratitude au nom de l'Université Abdelmoumen et de la faculté des sciences économiques et juridiques, et plus particulièrement aussi du département d'économie et de gestion. Et la deuxième chose, vraiment je suis très émerveillé et très content des réponses données par les étudiants. Au moins on se reconnaît d'être enseignant à une initiative elle-même. Alors, pour répondre à la question, peut-on de débrouillard être grand entrepreneur? Je crois la réponse est effectivement oui. Mais je vais dire, ça regroupe deux aspects. Le premier aspect, c'est sa faisabilité. Le deuxième aspect, c'est la nécessité. Parlant de la faisabilité, je crois que ça a été possible par les exemples qui sont nombreux, qui n'ont même pas été à l'école, qui n'ont pas un capital d'expérience ou de compétences en gestion. Je pense à Oudou Inoussa qui était d'après cireur de chaussures. Je pense à Nabassa qui vendait l'igname avec des poussettes. Je pense aussi à un musicien, Maliaro, qui est un grand chef d'orchestre. Voilà, qui est aujourd'hui un grand chef d'orchestre. Et lui-même, il dit comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il a fait son parcours de joueur de djembé, de goumbé, jusqu'à devenir avoir une entreprise musicale. C'est une entreprise et aujourd'hui, on peut dire c'est un patron dans la musique. Alors, ça c'est la faisabilité, c'est-à-dire en termes de benchmarking, c'est-à-dire on peut s'en inspirer des autres. Mais le benchmarking n'est pas tout juste une imitation totale. Il faudrait avoir des qualités. Et l'une des qualités, les vérités sont parallèles. Aucune action, aucune vision qui sera durable ne peut être faite en une seule activité. De l'autre côté, d'un point de vue de leadership aussi, je dirais
la formation, on commence par petit, les vérités sont parallèles. L'homme, avant de marcher et grandir, il faudrait qu'elle rampe et elle va se lever et commencer à tituber et avoir des chutes qui vont l'aider. Et même dans l'entreprise, c'est le même principe. C'est le même cheminement. Alors, nous avons rencontré, parce que nous n'avons pas pu montrer à la classe un reportage qui va passer dans l'émission, nous avons fait un reportage et nous avons discuté avec des bouchers, avec des tailleurs, avec des menuisiers, et nous leur posons la question, qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à se développer? C'est-à-dire, on a vu des tailleurs, et ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont tailleurs, mais toujours dans leur petit atelier, avec la même machine qu'il a utilisée il y a 15 ans. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait des gens vraiment qui sont partis de débrouillards à devenir des entrepreneurs, parce qu'on a des exemples, mais est-ce qu'on peut généraliser ça? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement à faire pour qu'il y ait plus de monde qui devient vraiment des patrons, c'est-à-dire plus de débrouillards qui peuvent devenir des grands patrons d'entreprise? Oui, c'est bien, je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit dernièrement. Il faut qu'il y ait plus de monde. Il y a beaucoup de candidats, mais ceux qui seront vraiment des grands entrepreneurs, ce sont ceux qui prennent des risques à la Schumpeter. Ce sont ceux qui adoptent des démarches comme Hernando de Soto, the other path, l'autre sentier. Il faudrait se dire que ce n'est pas juste une option de dire oui c'est possible, mais aussi de dire que moi je m'engage, je suis confiant de ce que je fais. Quels qu'en soient les obstacles que je vais rencontrer aujourd'hui ou demain, il me faut parvenir à mon objectif final. Je crois qu'il faut beaucoup de persévérance et généralement, cette génération veut du chap-chap et très très rapide. Et je crois qu'il y a quelque chose que les étudiants ont adapté, ont dit, et je crois qu'ils s'adaptent aussi comme conseil, c'est concernant le financement. Aujourd'hui, le financement il est très très difficile, donc il faudrait partir avec la philosophie des petits pas, step by step, comme disent les Anglais. Et il faut partir étape par étape. Il ne faudrait pas brûler les étapes. Même si on est pressé, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, je dirais de l'autre côté aussi, au-delà de la patience, il faudrait s'investir dans des bons créneaux. Nos étudiants ont un avantage comparatif. Ils savent faire une bonne étude des marchés pour voir comment segmenter le marché, comment cibler une partie des segments retenus et comment se positionner. Et ça, elles ont ces techniques. Donc, ces techniques doivent être mises dans la pratique avec beaucoup de patience et tout est possible. Mais le plus important, c'est la conviction personnelle. Si quelqu'un a un idéal, il va parvenir. Mais si quelqu'un a beaucoup d'idées, sans idéal, il ne pourra pas parvenir. Docteur, pour vous paraphraser, parce que hier, j'étais avec un sociologue qui m'a parlé aussi d'idéal. Il m'a dit la réussite, souvent, est en fonction de l'idéal. Alors, est-ce que, quand on est à l'université, on a étudié, on a des diplômes et qu'on n'a pas d'idéal, je pense qu'on a autant de difficultés pour réussir que quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui peut-être lui aussi n'a pas d'idéal. Mais s'il a un idéal, peut-être il réussira mieux que celui qui a étudié, sans doute. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont un idéal, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées. Je voudrais dire, l'apprentissage se fait avec les actions et non les idées qui vont générer des actions par elles-mêmes. Alors, je crois, le deuxième aspect que j'avais souligné avant que je n'oublie, c'est la question des nécessités. Aujourd'hui, il est nécessaire que ces jeunes qui partent à l'université s'associent d'une manière ou d'une autre
avec ce qu'on appelle le secteur informel, les jeunes du secteur informel, et qui commencent par le bas pour pouvoir aller par le haut. Et apporter aussi un regard nouveau. Et apporter un regard nouveau et avoir les risques à la Schumpeter pour pouvoir avancer. Je crois que c'est à ce prix que d'un point de vue global, le pays va se développer. Et moi, je suis très très optimiste. Si les jeunes adoptent, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Donc, ils commencent par quelque chose. Je sais que Nigerlais, si je dois donner cet exemple, elle a commencé avec 20 mètres carrés. Donc, la plupart, bien qu'étant ingénieurs agroalimentaires, elle a commencé petit, comme les autres. Donc, l'avenir du Niger, l'avenir de l'entrepreneuriat au Niger, dépend de cette association entre l'université et le secteur informel. L'université et la rue qui est là à côté de nous pour pouvoir voir, je vois, je suis, je fais et naturellement je vais obtenir. Et le résultat qu'on va obtenir est extraordinaire. Docteur, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est à nous de merci. Je vais finir cette émission en lançant une question à la salle. Qui, dans cette salle, en dehors de ses heures d'étudiant, fait quelque chose, une activité économique? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui exerce une activité économique en dehors de sa vie d'étudiant? Il n'y en a pas? Il n'est pas là. Donc c'est une seule personne. Hein? Ok. Il y a une mais moi, je peux vous dire, et je peux vous dire, et je n'ai pas honte de le dire, vous pouvez le diffuser, c'est que dès mon école primaire, je vendais les goyaves, parce que mon grand-père était le premier à avoir un jardin où il y a des goyaviers à Tibiri. Et je vendais les goyaves, et j'ai beaucoup appris en vendant les goyaves, et je suis devenu ce que je suis. Et je précise quand même, vous avez été ministre de la République. Oui, bon, après avoir vendu. Non, mais c'est un honneur. Voilà. Quand on l'a une fois dans sa vie, et il nous enseigne, donc il a vendu des goyaves. Peut-être qu'on en a d'autres aussi qui sont aujourd'hui des Nigériens très importants pour ces pays, qui ont fait des petits métiers. Donc n'ayez pas la grosse tête avec votre maîtrise ou votre doctorat. S'il vous plaît, allez gagner votre vie partout où vous pouvez la gagner. Merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Vie d'incubateur en partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Gimafor, une entreprise innovante dans le domaine de l'énergie solaire. Gimafor Engineering est une jeune start-up créée à la fin de l'année 2012 par un groupe de jeunes nigériens de la diaspora qui affichent ainsi leur volonté de mettre leur savoir-faire au service du développement de leur pays. Le solaire photovoltaïque est notre cœur de métier. Nous proposons aux clients une solution complète de production d'énergie solaire. Cette solution inclut le dimensionnement, la fourniture d'équipements, l'installation, le service après-vente, conformément aux normes de sécurité électrique et d'efficacité énergétique. S'agissant de notre capacité à réaliser de grosses œuvres, grâce à un partenariat tissé avec des majors comme IDOM et Citelia, qui sont sur des grands projets de centrales solaires dans la sous-région et ailleurs dans le monde, Gimafor est en mesure de livrer clé en main des centrales solaires d'une certaine capacité et d'une certaine complexité. S'agissant de notre démarche, Gimafor fait la recherche et le développement d'applications solaires innovantes qui sont susceptibles de produire un impact assez significatif sur les activités économiques et sociales et notamment en milieu rural. Cela nous a conduit à développer NigerWatt, qui est un projet dont la quintessence est le déploiement de plateformes multifonctionnelles solaires pour l'électrification rurale. Cette plateforme comprenne une mini-centrale PV pour l'électrification des ménages, des services sociaux et des ateliers productifs. Ces plateformes comprennent aussi un moulin à grains solaire, un système de pompage solaire,
un entrepôt de froid solaire pour accompagner les efforts de sécurisation alimentaire des populations. Nous prévoyons de mettre en place un fonds revolving pour la mise en place, pour l'équipement des sites des producteurs maraîchers, des systèmes de pompage solaire. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux structures en charge de la sécurité alimentaire de concourir à la mise en place effective de ce fonds destiné, je le rappelle, à la mise en place de systèmes de pompage solaire pour l'irrigation. Pour plus d'informations, retrouvez Gemafor à l'adresse suivante. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ces numéros de Business Challenge et que les débats suscités dans ces numéros vous poussent vous aussi à vous poser des questions ou bien en tout cas à trouver des réponses aux questions que vous vous posez. En tout cas, vous le savez, désormais, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions à travers les réseaux sociaux et sur notre compte Gmail, businesschallengeniger@gmail.com. Nous sommes à votre service et nous vous écoutons pour améliorer toujours ce que nous faisons. Business Challenge, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.